Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage du journal. Voici les titres. Le livre scolaire presque introuvable, une semaine après la rentrée. Les effectifs augmentent. Une reprise à plusieurs vitesses cependant, selon les moyens. Nous faisons le point dans ce 20h30. Le reversement presque improbable des recettes non fiscales. 12 milliards manquent à l'appel au premier semestre 2020, selon le rapport du ministère des Finances. Les pistes de la sécurisation sont explorées dans ce journal. Ingérence gouvernementale plus qu'improbable dans les affaires de la FECAFOOT. L'éclairage du ministre des Sports ce lundi, vous l'entendrez en page des sports, ce sera vers la fin du journal. Voilà pour les titres, développement après ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Et d'abord, cette information sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dione Ngouté, présidera le mardi 13 octobre 2020 à 11h, c'est-à-dire demain, la cérémonie d'inauguration des engins nautiques acquis par le port autonome de Douala. C'est un communiqué de presse que signe le directeur de cabinet des services du Premier ministre chef du gouvernement, Balungeli Confiance et Bounet. Joseph Dione Ngouté, qui séjourne déjà à Douala ce soir. Allons immédiatement voir l'accueil réservé au Premier ministre par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Nous retrouvons nos équipes sur le pont de la Dibamba, notre envoyé spécial à Douala, Laurentine Bokono. Pont sur la Dibamba. C'est ici que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a été accueilli à son arrivée à Douala pour une visite officielle de 48 heures, la 3e du genre en 2 ans. Dans la suite du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, plusieurs personnalités dont le maire de la ville, Roger Mbassandini. Honneur militaire sous le commandement du chef de bataillon Mbina Mvondo Jean-Claude, puis revue des troupes. Après cette première étape protocolaire, le Premier ministre chef du gouvernement a déposé ses valises à l'hôtel Sawa où il a été ovationné par les militantes de la section OFRDPC du Mvouré 1. Spécifiquement, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté vient à Douala sur haute instruction du chef de l'État Paul Biya pour faire correspondre la place portuaire de Douala à la vision globale de l'émergence du Cameroun. En prélude à la cérémonie de demain mardi, les 2 ministres de l'eau et de l'énergie et des transports sont allés apprécier les innovations que le Premier ministre chef du gouvernement va inaugurer. Il s'agit des équipements de pointe, comme nous le présente Joseph Gaëtan Changa depuis Douala. C'est une plateforme prévue pour le déchargement de fuel, d'huile, de pétrole en pan et dotée de bras de déchargement des marchandises et bâtis. Sur 300 mètres carrés que vient d'inspecter le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, en compagnie du ministre des Transports, Ernest Massinangale Bibé. Une réalisation qui viendra accroître la capacité d'accueil des marchandises sur le port de Douala. Ce poste présente la particularité de disposer de 2 bras de chargement et de déchargement qui permettent la connexion au navire. Ce poste est situé à une certaine distance de la rive pour des raisons de sécurité. Des travaux réalisés en partie par la main-d'œuvre camerounaise. Ce poste a été construit à 90% par des Camerounais. Nous avons mis en place un programme de formation pour les opérateurs, grutiers, pelleurs, soudeurs, batteurs, qui a permis d'utiliser en grande partie de la main-d'œuvre camerounaise. 17 postes à l'instar de celui visité existent déjà sur la place portuaire de Douala. Le site inspecté augmentera la capacité du port de 6% au dit des experts.
Évoquons à présent cette sonnette d'alarme tirée par la Direction générale du budget au ministère des Finances. Le rapport sur la budgétisation des recettes non fiscales, rapport publié en septembre et qui annonce 12 milliards de pertes. Un manque à percevoir dû au non-reversement dans les caisses de l'État de ce type de recettes issues notamment des loyers ou encore des prestations de services. Et on reparle de la nécessaire sécurisation de ces recettes non fiscales. Lucas Mabenga. C'est le rapport des conférences spéciales sur la budgétisation des recettes non fiscales pour le compte du premier semestre 2020 qui révèle des écarts entre les montants déclarés des recettes non fiscales collectées par les administrations et effectivement dans les caisses de l'État. 12 milliards de francs CFA envolés au premier semestre 2020. La palme d'or des recettes non reversées est attribuée aux droits administratifs. Il s'agit des services offerts par certaines administrations et qui font l'objet de paiements préalables. Montant des pertes, 11,5 milliards de francs CFA. Ensuite viennent les ventes de prestations de services et les loyers immeubles notamment. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que de telles pertes sont enregistrées. En 2019, elles se chiffraient à près de 25 milliards de francs CFA. Ces non-reversements affaiblissent davantage la contribution de cette forme de recette dans le budget de l'État. Contribution déjà amenuisée par la productivité approximative de l'activité économique de l'État qui devrait pourtant alimenter les recettes publiques. Engagé dans la modernisation du recouvrement exhaustif et de la gestion des recettes non fiscales, le ministère des Finances a mené une réflexion sur le sujet au cours des conférences spéciales de la Direction générale du budget. Soulignons que le ministère des Finances ambitionne de recouvrer 213 milliards de francs CFA de recettes non fiscales en 2021 et il s'en donne les moyens. La rentrée scolaire 2020-2021, comme elle va une semaine après, une reprise saluée la semaine dernière par le gouvernement en réunion d'évaluation, c'était jeudi, grâce à la mobilisation forte constatée à travers le territoire national et le déploiement des dispositifs anti-Covid-19 sur le terrain. Mais dans les faits, c'est une rentrée à plusieurs vitesses. Barbara Padjama. Rien n'est encore bouclé. La mise en place de l'année scolaire est toujours en cours. Il y a encore des parents qui passent leur temps à défiler dans les écoles pour inscrire ou pour réussir à trouver une place. Une semaine après. On a cherché là où inscrire les enfants, ce n'était pas d'abord facile. Il y a déjà eu la place pour les cours de soir. Le modèle Biton a donné des idées. Ici, les responsables ont proposé aux élèves les cours du soir. Ces cours n'est pas trop différent puisque nous commençons pratiquement à 15h30 pour finir à 21h. Des astuces pour satisfaire tout le monde. En salle, les élèves ont déjà retrouvé leurs repères scolaires. On a pris conscience de la situation et on a vu qu'on ne doit pas s'amuser, on doit être concentré. Même état d'esprit côté administration. On actualise les registres. On a affiché les listes devant chaque salle de classe. Parcourant ces listes, il y a parfois des omissions de noms et des doublons. Donc c'est à ce niveau que nous sommes. Les cours ont commencé depuis le 5. On a mis en place l'eau et le savon pour les enfants pour laver les mains. Dans la foulée, la patrouille anti-Covid ne s'immobilise pas. Elle corrige les travers. En résumé, l'année est déjà engagée. Pour les établissements, ce qui manque à l'appel, c'est le recrutement des enseignants en renfort. Le feuilleton de la semaine est consacré au grand absent de cette rentrée, c'est bien le livre scolaire. Certains ouvrages restent introuvables en librairie une semaine après la rentrée. Les éditeurs retardataires n'ont plus aucune justification sur ce point, les listes des livres étant rendues disponibles dans les délais réglementaires. Alors que se passe-t-il exactement? Premier épisode de ce feuilleton, c'est l'éclairage sur ce point de Agnès Solange à Bessolon. À peine livrés qui sont déjà achetés comme des bouts de pain. C'est dire l'impatience des élèves et des parents à l'affût de ces livres scolaires qui arrivent au compte-gouttes. Les champions sont en train d'arriver, comme vous voyez là. Le livre des SVT, c'est seconde et de première. Seconde A, seconde C, première D. Mais pourquoi les auditeurs locaux accusent-ils autant de retard? Les livres édités par les maisons Clés et ses pairs manquent à l'appel parce que ces derniers ont passé leur commande tard. Les délais du fret sont de 30 à 40 jours. La raison majeure, c'est l'incapacité financière. Celui qui imprimait 15 000 livres et qui subitement doit imprimer même 50 000,
Mais c'est beaucoup de moyens. Une semaine après la reprise effective des cours, les rayons des librairies sont toujours aussi dégarnis. Mais jusqu'à quand? Les livres seront disponibles d'ici à la fin de la semaine. On attend. On espère que ça va aller. Autre question cruciale de cette année scolaire qui commence, comment va-t-on assurer la couverture optimale des programmes scolaires dans ce système de mi-temps? Le ministère des Enseignements secondaires répond par la création d'un centre d'éducation à distance qui sera chargé de combler le déficit des heures d'enseignement en présentiel. Comment cela va-t-il fonctionner? Question ce soir à Irène Djanafouda. L'enseignement en présentiel va désormais de pair avec l'enseignement à distance dans les deux sous-systèmes éducatifs camerounais à l'heure où la tranche horaire des cours en présentiel passe de 32 à 25 heures dans les établissements scolaires ayant opté pour la mi-temps. Un modèle hybride encadré par le Centre d'éducation à distance du ministère des Enseignements secondaires. Nous avons un certain nombre d'équipements qui permettent d'enregistrer, de diffuser. Nous avons une plateforme numérique, nous avons une chaîne YouTube. Du point de vue pédagogique, nous avons des ressources, c'est-à-dire un certain nombre de cours qui sont déjà disponibles en ligne. Un exemple de cours en support papier. Le succès de l'enseignement à distance dépend de certains détails. On doit s'assurer que les apprenants et les enseignants maîtrisent l'utilisation de la plateforme de formation à distance. Chaque enseignant doit être en mesure de concevoir ses propres cours numériquement, de les mettre en ligne. Les cours téléchargés dans la banque de données serviront à compenser le déficit d'heures en présentiel. Intéressons-nous à présent à une question qui vient d'être évoquée, c'est ce phénomène qui crée des vacances de postes d'enseignants à travers le Cameroun, le phénomène de migration des enseignants depuis les ministères en charge de l'éducation vers d'autres administrations. On évalue cette décennie annuellement à environ 40 000 postes laissés vacants. C'est ce qui fait débat en ce début de semaine. Comment peut-on réguler cette migration des enseignants? Réponse dans cette enquête de Oswald Modon. Des seigneurs de la craie devenus seigneurs de rien, ou presque, et ce, par choix. L'exode des enseignants coûte cher au système éducatif camerounais. Ici même dans les centres urbains, nous avons encore un peu de chance. Mais si vous allez dans les zones rurales, vous avez des établissements, que ce soit au primaire ou dans le secondaire, où vous avez 2 professeurs affectés. Alors quand je vous dis qu'il y a exode massif des ministères éducatifs vers d'autres ministères, il va sans dire que l'éducation des enfants n'est pas celle qu'elle aurait dû être. Si la fonction publique ne prévoit aucun cloisonnement, tout changement d'administration obéit cependant à des normes que beaucoup transgressent. Il suffit qu'un ministre fasse la demande et il obtient le départ de ce collègue-là. Ces enseignants y vont de leur propre chef en cherchant de voir des moyens qui leur sont propres. Avec des salles de classe qui se vident un peu plus chaque année, arrêter la saignée devient urgent. Et que les gens postulent par poste. En ce moment-là, vous savez que j'ai choisi, c'est pas 16 d'Engelmendouga. Quand vous y allez, vous n'allez plus dire que voilà, il me faut rejoindre ma famille. En affectant peut-être les enseignants par bassin pédagogique, il y aurait des normes économiques qui seraient faites. Ces économies seront redistribuées aux enseignants et puis ils retrouveraient de la valeur à rester dans les salles de classe. L'ampleur du phénomène est telle que certains observateurs préconisent une obligation de dispenser un certain nombre d'heures de cours, quelle que soit l'administration d'attache, comme au supérieur. Cette approche pédagogiquement n'est pas recevable. Vous ne pouvez pas être dans plusieurs administrations et prétendre que vous faites un rendement. Ce n'est pas possible. L'urgence d'une solution s'impose, d'autant plus qu'il devient difficile de combler le gap malgré les nouveaux recrutements. Dans la région de l'Ouest, le drame de Ngouache vivace dans les mémoires. Et ça, les autorités de la ville de Bafoussam ont entamé lundi des opérations de déguerpissement. On déguerpit ces populations installées dans les zones à risque. Voyons là dans ce reportage de André Aristide et Combat. Lors de sa descente sur le terrain vendredi dernier, le maire Roger Tafam avait accordé 72 heures aux commerçants et habitants de cette zone pour quitter. Nous avons fait une descente sur le terrain.
Ces inondations sont dues à certaines constructions anarchiques. Et depuis vendredi, nous avons prévenu les gens qui étaient sur ces drains que nous allons passer à l'acte dès cette semaine. Certains riverains font des navettes pour sauver ce qui peut encore être utile. D'autres comprennent l'importance de cette opération et se réjouissent de l'initiative du maire de la ville. Bonsoir Évariste, comment donc le gouvernement va s'organiser pour relever ces nouveaux défis? Bonsoir Adèle, tout part d'un postulat, le virus circule toujours dans un contexte où il y a de la reprise des activités économiques, activités sportives, activités culturelles et sociales. Le virus entend mener des enquêtes de séroprévalence au partir de cette semaine, des enquêtes de séroprévalence qui vont aboutir à déterminer les résistances telles que vous l'indiquiez tantôt et puis identifier les facteurs qui favorisent la circulation continue de ce virus. À quel moment, terminons par cette À quel moment ces enquêtes de séroprévalence vont avoir lieu? À quel moment cela sera lancé? À quel moment va-t-on débuter les opérations de ces enquêtes? La réponse, ce sera au courant de cette semaine. Merci Évariste. Rendez-vous est pris pour des éclairages sur ce front-là, direction Adamawa et la région du Nord où, selon l'expression consacrée, la situation sécuritaire est sous contrôle, précisément aux frontières avec le Tchad et la République centrafricaine. Le général de brigade Aga Robinson, il est le commandant de la 3e région militaire interarmée. Il revient d'une mission de contrôle sur le terrain dans ces zones. Le bilan de cette évaluation avec Salomon Kakili de Du fait de leur proximité avec le Tchad et la République centrafricaine, notre contrat est clair et calme. Notre majorité passe normalement. C'est sous contrôle. C'est les culturels, d'où la tenue cette fois du conseil d'université. Depuis 1993, les et pour aux activités qui sont menées ici. La qualité, assurance totale pour tous ces nouveaux prospects. Et pour mieux répondre aux défis de notre temps cette année, l'innovation majeure à l'IUG, c'est son campus numérique. Au niveau de notre 4e campus, nous avons donc tenu à faire prévaloir l'aspect numérique dans les enseignements et nous avons mis en place toute la batterie. Nous pensons maintenant aux software, contenus qui sont une indication de la qualité des produits que l'IUG met sur le marché. Monsieur le Président, on dirait 100% de gagner, voilà. Donc c'est super, félicitations. Pionnier dans l'enseignement supérieur privé au Cameroun, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a pour credo la qualité de l'enseignement. Avant la page des sports, ces 2 télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit pour le premier télégramme à son homologue Théodoro Obiangema Mbazogo, le président de la République de Guinée équatoriale. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami et voisin. Ce 12 octobre, 2e courrier présidentiel de félicitations adressé à Sa Majesté Philippe VI, roi d'Espagne, à la faveur également de la célébration ce 12 octobre de la fête nationale de ce pays ami. La page des sports et l'éclairage du ministre des Sports et de l'Éducation physique au sujet d'une correspondance qui viendrait de la FIFA et qui s'insurgerait contre une certaine ingérence du gouvernement dans le fonctionnement de la FECAFOOT. Le professeur Narcisse Mouelé-Kambi rappelle les dispositions qui fondent la tutelle et le rôle de l'État dans cette affaire. Germaine Noël Essengue pour l'essentiel.
Dans une correspondance pédagogique datant du 9 octobre 2020 adressée à la FECAFOOT et qui rappelle avec force et détail les dispositions de la loi, le ministère des Sports relève que la tutelle implique un contrôle de conformité à la légalité en indiquant que l'article 7 de la loi dispose clairement que les statuts et règlements de la FECAFOOT sont soumis au contrôle tant de leur adoption que de leur modification. L'article 1 à 4 du décret numéro 2012-436 du 1er octobre indique les missions dévolues au MINSEP en matière de tutelle. La FECAFOOT, selon ces dispositions, n'exerce qu'une mission de service public sous l'autorité du gouvernement. La réaction de la fédération ne peut se justifier du moment où le groupe de travail, qui n'a même pas encore rendu ses conclusions et n'a pris aucun acte manifeste, ne saurait dès lors être perçu comme remettant potentiellement en cause les résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Pour terminer, le MINSEP fait remarquer à la fédération que le litige de l'opposant à la LFPC n'est pas le fait de l'ingérence de l'État, mais résulte d'une faute de sa part sanctionnée par la sentence LUTAS dans laquelle la responsabilité de l'État n'est aucunement engagée. On espère que c'est clair et l'essentiel à retenir de l'actualité de ce lundi 12 octobre, c'est essentiellement que le Premier ministre chef du gouvernement est à Douala ce soir et demain, mardi, sur très hautes instructions du président de la République. Son Excellence Paul Biya, Chief Dr Joseph John Gouté, va présider à partir de 11h à Douala la cérémonie d'inauguration des engins nautiques acquis par le port autonome. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Marlise Mbarga Aoumou et Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Retrouvez immédiatement après le 20h30 Présidence Actu, Yves-Marc Moudzo et ses invités dans le magazine présidentiel. Je vous quitte encore sur ces rappels du président de la République contre le Covid-19. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CRTV News, ici, toute l'info. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, Jovenel.